Au sommaire de cette édition, TV5 Monde au coude à coude, 650 sièges en jeu ce jeudi pour ces législatives britanniques. Les tout derniers sondages mettent ex aequo les travaillistes de Miliband et les conservateurs de Cameron. Pour combien de temps les observateurs politiques israéliens s'interrogent sur la durée de vie de la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou, constituée tout à l'heure à l'arraché. Et puis, d'un bloc, Michelle Bachelet, la présidente du Chili, a annoncé la démission du gouvernement. Elle se donne 72 heures pour valider le prochain cabinet gouvernemental. Et bonjour à tous. Depuis Paris, c'est pour ces législatives un vrai quitte ou double au Royaume-Uni pour David Cameron, le Premier ministre conservateur. Une élection présentée, selon les derniers sondages, comme un duel très incertain avec son adversaire travailliste, Ed Miliband. Impossible de savoir laquelle des deux formations l'emportera. Loïc Delamornay. Les Britanniques l'appellent la bataille du numéro 10, le numéro de la résidence du Premier ministre à Downing Street. À gauche, le travailliste Ed Miliband. À droite, le conservateur David Cameron. Mais avec 33% d'intention de vote chacun, aucun n'est favori, ni même en mesure d'avoir une majorité au futur Parlement. Ed Miliband, 45 ans, est forcément moins connu hors du Royaume-Uni. Ce fils d'intellectuel juif veut plus d'impôts pour plus de justice sociale et une meilleure protection des salariés. Mais il a dû se justifier régulièrement sur son manque de charisme. Est-ce que je suis assez fort pour ça? Bon sang, oui, je suis un dur. Le travailliste n'a pas hésité à sans doute copier un autre candidat de gauche, un certain François Hollande et son moi président. Moi, Premier ministre, je récompenserai tous ceux qui travaillent dur, pas seulement les traders de la City. Moi, Premier ministre, je combattrai les compagnies d'énergie qui vous arnaquent. Moi, Premier ministre, ce seront les mêmes règles pour tous. David Cameron, 48 ans, à l'image d'un leader. Un bon bilan dans les chiffres, mais une politique qui l'a rendu impopulaire. Durant la campagne, il a expliqué que les travaillistes feraient tomber le Royaume-Uni aussi bas que la France socialiste. Son credo, l'austérité et la flexibilité paient. Cela a été dur. Nous avons traversé des années difficiles après la pire récession de notre histoire moderne. Mais aujourd'hui, on en voit le bout. La presse de gauche a ironisé sur ce bourgeois de David Cameron qui mange un hot-dog avec couteau et fourchette. Celle de droite a présenté Ed Miliband comme un mal élevé qui mange salement. Tous les deux sont pourtant diplômés de la même université d'Oxford. D'une manière générale, les programmes de tous les candidats se ressemblent au point que la chaîne Sky News, dans un clip de campagne détourné, leur fait enchaîner la même chanson. In extremis, c'est dans la douleur, la coalition gouvernementale israélienne de Benjamin Netanyahou a été validée juste avant minuit. Un accord avec un parti nationaliste religieux garantit pour l'instant à ce cabinet la majorité minimale en siège. Amandine Sellier. Un général sans soldats, voilà comment le quotidien Maariv qualifiait Benjamin Netanyahou mercredi soir. Au terme de plus de 40 jours de marchandage, le grand vainqueur des élections législatives du 17 mars parvient à former un gouvernement in extremis. Juste avant l'échéance de minuit, le leader du Likoud annonçait la signature d'un accord avec deux partis ultra-orthodoxes, un mouvement centriste et le Foyer juif, le parti nationaliste religieux de Naftali Bennett, un homme avec lequel ses relations sont notoirement détestables. Une majorité minimale de 61 sièges sur les 120 que compte la Knesset, obtenue au prix de concessions considérables, comme le portefeuille de la justice attribué à Naftali Bennett. Son parti obtient également les postes clés de l'agriculture, de l'éducation et la présidence de la commission des lois, laissant craindre une emprise inédite des nationalistes religieux sur l'appareil judiciaire. Le Foyer juif milite pour l'extension des colonies dans les territoires occupés et s'oppose à la création de l'État palestinien, des positions qui pourraient aggraver la fracture d'Israël avec ses alliés américains et européens. À peine formé, le quatrième gouvernement de Benjamin Netanyahou paraît bien vulnérable. Certains commentateurs ne lui donnent même pas jusqu'à la fin de l'année. John Kerry est arrivé dans la soirée à Riyad pour tenter d'obtenir une pause de l'Arabie Saoudite dans les opérations militaires au Yémen. Et cela alors que des dizaines de civils ont été tués ce mercredi en tentant de fuir le conflit. Le secrétaire d'État américain doit s'entretenir dans quelques heures avec Adrabo Mansour Hadi, le président yéménite en exil. En bref, au Canada, la Chambre basse du Parlement d'Ottawa a adopté une loi antiterroriste qui renforce considérablement les pouvoirs des services de renseignement. Ils pourront notamment exercer un contrôle inédit d'Internet et se livrer pour la première fois à de l'espionnage à l'étranger, texte qui inquiète beaucoup dans la société civile.
Gros plan maintenant sur le pèlerinage annuel de Griba, sur l'île de Djerba en Tunisie. Une célébration juive placée sous vigilance maximale après l'attentat meurtrier du musée du Bardo en mars dernier. Écoutez les précisions de Thibaut Cavaillès. Il est sur place pour TV5 Monde. Barrage, contrôle, hélicoptère également, il faut rassurer après l'attentat du Bardo. Il a fallu montrer patte blanche à l'entrée, carte de presse, passeport, coup de fil des policiers à leurs supérieurs. Devant la Griba, la synagogue, là aussi beaucoup de représentants des forces de l'ordre, un scanner pour les sacs. Là encore, il a fallu décliner son identité. Je vous rappelle tout de même cet attentat en 2002, 19 morts. Alors certes, ça n'était pas durant le pèlerinage, mais ça marque les esprits. Et puis en 85 aussi, c'est un policier qui avait alors tué 4 pèlerins, une sorte de revanche, semble-t-il, après une attaque israélienne sur Tunis. Et puis bien sûr, le Bardo, le 18 mars dernier, et les menaces persistantes également de groupes djihadistes à l'encontre de la Tunisie. Alors j'ai essayé d'avoir des chiffres sur le déploiement des policiers. J'ai demandé hier au ministre de l'Intérieur, mais comme souvent, pas de détails. Vous verrez de vous-même, m'a rétorqué le ministre Najem Rersali. Alors c'est vrai que l'île est remplie donc de policiers ou militaires. On dit que ce pèlerinage donne le ton de la saison touristique à Djerba. Alors c'est sûr que maintenant, il rassemble peu ce pèlerinage, peut-être 1 millier de personnes, la moitié venue d'étrangers, alors qu'avant la révolution de 2011, on pouvait compter environ 6 000 pèlerins chaque année. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza, conforté par l'arbitrage de la Cour constitutionnelle, confirme son intention de briguer un 3e mandat à la présidentielle de juin, et cela à l'issue d'une journée marquée également par la brève arrestation pour insurrection d'Orifas Nabitoreye, une figure de l'opposition. La scène s'est déroulée devant les journalistes et les délégations et ministres rassemblés dans la capitale Bujumbura pour une réunion préparatoire internationale à un sommet régional extraordinaire sur la situation dans le pays. La Centrafrique va engager des poursuites contre des militaires français soupçonnés de viol d'enfants à Bangui. Affirmation du ministre de la Justice, Aristide Sokambi. Les exactions auraient été commises l'année dernière dans un camp de déplacés. Monsieur Sokambi déplore aussi que son pays n'ait pas été associé aux investigations. Écoutez. On aurait souhaité être associé parce que c'est comme ça que nous travaillons, en partenariat. Notre pays aurait dû être associé parce que tel que les accords le prévoient, nous devons ensemble faire les investigations. Nous saluons la position du gouvernement français d'avoir volé au secours de la Centrafrique, mais comme je dis, ce qui s'est passé est très grave, malheureusement, et tout ce que je peux dire à ce stade, c'est que les auteurs seront poursuivis. Surprise au Chili, la présidente Michelle Bachelet a entériné la démission du gouvernement et se donne 72 heures pour valider le prochain. Officiellement, elle évoque un besoin d'un souffle nouveau après 14 mois de pouvoir, mais pas les scandales qui gravitent autour de son administration. Précision à Santiago de Lori Facho. Alors la raison officielle invoquée par la présidente sur une chaîne de télévision il y a quelques instants, il y a moins d'1 heure, eh bien c'est l'urgence des catastrophes naturelles qui dévastent plusieurs régions du pays et donc la nécessité de trouver, je cite, des personnes adéquates face à l'éruption du volcan Calbuco dans le sud du pays et face aussi aux inondations dans le désert d'Atacama par exemple. Cette annonce surprise arrive aussi à un moment où toute la classe politique chilienne est secouée par des scandales de corruption. Pas plus tard qu'aujourd'hui, mercredi, c'est le ministre de l'Intérieur, l'homme fort du gouvernement, qui est accusé d'avoir émis de fausses factures à une entreprise, et cela pendant la campagne présidentielle de Mme Bachelet en 2013. La présidente n'a pas fait allusion à ces affaires de corruption lors de son annonce, une annonce qui intervient aussi le jour de la publication d'un sondage qui indique que la cote de popularité de la présidente est tombée à 31%, tandis que 70% de la population chilienne rejette l'action de son gouvernement. Dans tous les cas, Michelle Bachelet a indiqué qu'elle se laisserait 3 jours, jusqu'à samedi donc, pour décider qui de ses ministres actuels restera au gouvernement ou pas. Voilà, et puis en football, la Ligue des Champions, le FC Barcelone est très très proche de la finale après le 3-0 obtenu au Camp Nou face au Bayern Munich. Tout s'est joué dans le dernier quart d'heure. Doublé de Léo Messi et une passe décisive. Le 2e but de l'Argentin est particulièrement impressionnant. Pichnet donc sur Neuer après avoir ridiculisé Boateng. Le Brésilien Neymar marque l'ultime but dans les arrêts de jeu. Match retour à Munich mardi prochain. Fin de cette édition. Merci, à bientôt.